je vais vous parler rapidement de matériaux. Je dis rapidement parce que j'aimerais vraiment favoriser la discussion, les éventuelles questions, les éventuelles réponses que je pourrais apporter à notre service et à ce que j'aurais pu vous dire là. Donc, je vais essayer de faire court. Petit problème, c'est que je suis totalement neuneux avec la technique. Je ne sais pas si je sais partager l'écran. Donc, je vais tenter un truc parce que j'ai préparé quelques slides, mais si jamais ça ne marche pas, on fera sans slides, ce n'est pas très grave. Je regarde. Est-ce que ça marche? Non, ça ne va pas marcher. Donc, hop, je reviens à la vidéo. Donc ça se confirme, je suis totalement neuneux, mais c'est pas grave, il y avait quelques images, mais on peut tout à fait s'en passer, d'autant plus qu'on est au showroom et que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Alors pour vous expliquer rapidement ce qu'est Matériaux. Matériaux, c'est une structure privée qu'on a créée à la fin du siècle dernier, en 2000 pour être précis, et dont le but est de montrer principalement à des professions de création. Donc je vais vous parler de gens qui sont dans l'archi, dans le design, dans la mode, dans le packaging, dans l'événementiel, dans la cosmétique, dans l'industrie du luxe, dans le monde automobile, dans le sport, dans l'électronique grand public, dans un tas de domaines très, très variés, mais à chaque fois des gens qui sont dans des professions de création. Donc, d'essayer de montrer à ces différents interlocuteurs un peu le champ des possibles qui s'offre à eux en termes de matière, histoire de les décloisonner. Quelqu'un qui est dans le packaging, il connaît bien tout ce qui est papier-carton, ça nous semble intéressant de lui montrer des choses qui n'appartiennent pas au départ à l'univers du packaging. Quelqu'un qui est dans l'architecture a l'habitude de travailler avec de la moquette, avec des essences fines de bois, avec du verre, avec ceci, avec cela, mais on aime bien leur montrer des choses qui viennent d'horizons un petit peu différents. Donc, notre travail à nous, ça va être d'identifier partout dans le monde tout ce qui est producteur de matière que je vais dire singulière, atypique, innovante, mouton à 5 pattes, truc bizarroïde. Une espèce de frontière entre les matières classiques qu'on ne va pas intégrer dans la base de données. Typiquement, j'ai en face de moi quelqu'un qui fait de la moquette, très belle moquette, U3P3, bouclette, velours, très large gamme colorée, très, très belle moquette. Ça ne va pas du tout m'intéresser parce que je n'ai rien à dire dessus de particulier, si ce n'est que c'est de la belle moquette. Donc ça n'est pas intégré dans la base de données. En revanche, j'ai en face de moi le seul producteur au monde qui fait de la moquette à partir de poils d'éléphant. Peut-être que sa moquette, elle sent mauvais, peut-être qu'elle se fait qu'en gris sale, peut-être qu'elle coûte très très cher, peut-être qu'il faut tuer 3 éléphants pour faire un petit bout de paillasson. Mais j'ai quelque chose de spécifique à raconter dessus, c'est que c'est le seul producteur de moquettes à partir de poils d'éléphant. Je vais intégrer cette information. Donc, vous voyez une espèce de frontière où seront présents des matériaux dans la base à partir du moment où ils ont quelque chose d'exceptionnel. Alors, souvent, c'est résumé par quelque chose d'innovant. En fait, je préfère parler de singularité parce qu'on va aussi référencer des choses qui sont tout à fait classiques dans un domaine, mais pas connues d'autres domaines. Et donc, tout ça, c'est pour les montrer à des professions de création et qu'eux s'en emparent pour les différents projets sur lesquels ils travaillent, que ce soit de la chaussure de sport, que ce soit un bâtiment, que ce soit le nouveau pack d'une bouteille de champagne. C'est très, très, très varié en termes de type d'utilisation. Physiquement, Matériaux existe sous forme de showroom. Là, vous voyez le showroom de Paris avec derrière moi ce qu'on appelle The Wall of Fame. Et puis, de l'autre côté, vous avez de l'archivage à proprement parler de milliers de matières dans différentes familles. Vous avez tout ce qui est textile technique, vous avez des papiers cartons, du bois et des dérivés du bois, des polymères, des matériaux composites, des produits métalliques, produits verriers, etc. Un tas de choses. Et puis, pour lesquels on a des échantillons pour que nos membres puissent voir ça. Et puis, il y a par ailleurs une base de données Internet où tout bêtement, la personne va pouvoir se connecter et puis interroger en disant ce matin, vous avez parlé par exemple de biomimétisme, il suffit de taper biomimétisme et vont remonter toutes les fiches qui sont liées
ce côté, tiens, un truc super chouette vu dans la nature, et qu'est-ce qu'on en a fait, nous, pour produire des matériaux, un textile qui est bleu électrique alors qu'il n'y a pas de pigment bleu, mais parce qu'il a joué sur un phénomène de structuration de la matière, enfin, des exemples tels que ont été évoqués ce matin. Donc, base de données et dimension physique. Cette dimension physique est pour nous très, très importante parce qu'il nous semble qu'il est nécessaire aussi que les utilisateurs puissent s'approprier la matière, qu'ils puissent mieux comprendre cette matière, qu'ils puissent la manipuler, qu'ils puissent la torturer, qu'ils puissent jouer avec pour vraiment rentrer plus intimement dans cette matière et effectivement la comprendre. Parce qu'il y a une dimension qu'il ne faut jamais perdre, c'est qu'on est un petit peu nu par rapport à ces matières. En plus, c'est de plus en plus complexe. Qu'est-ce qu'un matériau composite? Qu'est-ce qu'un plastique? Et puis, toutes ces matières sont souvent très transformées. Donc, le fait de venir les voir, de venir les rencontrer, permet de se projeter de façon plus facile et permet derrière d'employer ces matières de façon plus judicieuse. Donc, il y a un aspect qui, pour nous, est très, très important concernant cette dimension physique. Et pour le coup, il y a aussi un aspect important concernant le fonctionnement au quotidien de matériaux, qui est cette idée de formation un petit peu des différents membres qui viennent pour un peu mieux comprendre tout ça. Et j'en viens à l'aspect qui est un aspect qui est présent à matériaux depuis le début, mais qui est de plus en plus prégnant. C'est l'aspect dans ce jeu entre la matière et l'environnement, la matière et les dérèglements climatiques qu'on connaît aujourd'hui. C'est quelque chose qui est présent depuis toujours. À partir du moment où on a créé matériaux, c'est quelque chose qui, dès le départ, a été une des requêtes de la part des utilisateurs, quel que soit le secteur dans lequel ils prévoyaient d'employer les matières qu'on leur montrait ici. Ce que je peux noter entre il y a 20 ans, quand on avait des requêtes, et aujourd'hui, quand on a ces mêmes requêtes et ces enjeux environnementaux qui sont mis en avant, c'est qu'il y a 20 ans, c'était surtout des demandes parce que c'était tendance d'avoir un discours environnemental concernant tel produit. Donc, c'était plus pour faire écolo-coco que réellement dans une démarche d'approche environnementale et de volonté de faire moins mal, je vais dire. Ce que je peux noter aujourd'hui, c'est que très clairement, systématiquement, c'est mis sur la table dès le départ. La personne vient avec sa liste de courses, je veux un textile qui est hydrophobe et en même temps qui ceci, qui cela, et surtout une matière qui est, alors les termes varient, qui est verte, qui est sustainable, qui est éco-responsable, qui est ceci, qui est cela, mais c'est systématiquement, je vais dire, dans le cahier des charges. Et c'est réellement parce qu'on se rend tous compte qu'on va dans le mur si on continue tel qu'on fonctionnait jusqu'à maintenant. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est effectivement une volonté réelle, mais sans prise de conscience derrière de la complexité en fait de la chose à partir du moment où il s'agit sur un projet de mener ce projet à bien en essayant de limiter les différents impacts qu'on peut avoir concernant l'environnement. Et finalement, une vision assez manichéenne, je dirais presque un biais cognitif qu'on a tous, moi le premier, qui est de se dire, mais globalement, il y a quand même des matériaux qui sont plus gentils que d'autres concernant l'environnement. Une espèce de grille de lecture interne, j'appelle ça mon échelle de Burke. Alors, je vous avais préparé un superbe tableau avec une échelle de Burke où, globalement, on va placer les matériaux en se disant le bois, c'est gentil, c'est naturel, c'est végétal, c'est ceci. Donc ça, c'est gentil. On va le mettre relativement bas dans mon échelle de Burke. Et puis ensuite, on va peut-être mettre le papier carton, et puis on va mettre la pierre, et puis on va mettre, etc. Et puis on monte, et puis on a tout en haut le très, très méchant plastique,
Un petit peu comme quand on va chercher un réfrigérateur et qu'il y a une étiquette dessus, A, B, C, concernant la consommation du réfrigérateur, et ce qui nous permet ensuite de faire notre choix. Et on aimerait tous que, pour les matériaux, on ait exactement ce genre de choses, ce qui fait qu'il n'est pas rare que les membres viennent dans le showroom et qu'ils me disent ils sont où vos éco-matériaux? C'est-à-dire qu'on aurait mis dans un coin les gentils matériaux, ceux qui sont éthiques, vertueux, responsables, verts, etc. Et puis dans un autre coin, les méchants. On pourrait peut-être d'ailleurs les jeter dorénavant, puisque c'est les méchants matériaux pour l'environnement, il ne faudrait pas que. Et on a, nous, un vrai problème avec ça. Parce que, en partie fort de l'expérience qu'on a maintenant depuis 20 ans, on se rend compte à quel point il est totalement illusoire de vouloir commencer à mettre une note sur les matériaux si jamais on ne les intègre pas dans un projet. Et partant de ce constat, on est de plus en plus clair sur l'idée que les matériaux, quels qu'ils soient, quelle que soit la nature de ces matériaux, ils ne sont pas bons ou mauvais dans l'absolu. Telle matière peut être tout à fait la moins bête ou la plus pertinente pour un projet, et puis la pire des cochonneries dans une autre. Je n'ai même pas réussi à identifier des valeurs intrinsèques qui me permettraient de me dire que ça, par exemple, c'est mieux que tel autre truc. Je vous donne un exemple pour le plastique, c'est un exemple très facile. C'est que j'ai souvent des requêtes de la part de nos membres qui nous disent bon, et puis cette partie-là, il faut que ce soit en plastique, mais au moins, ça serait bien que ce soit un plastique biosourcé. Je n'arrive même pas à comprendre en quoi un plastique biosourcé est forcément mieux qu'un plastique issu du pétrole. Parce que les deux, on va avoir besoin de ressources. Les deux, ça va libérer du CO2. Les deux, si jamais ils sont faits dans une optique où ils ne sont pas biodégradables, ça va ensuite générer des déchets si on ne se soucie pas de ce qu'on en fait. Un exemple là-dessus, c'est par exemple Lego qui a mis plusieurs millions d'euros pour fabriquer ces petites briques de Lego, non pas en ABS issu du pétrole, mais en ABS issu du maïs, de la peau de banane ou de ce que vous voulez. Leur bioplastique, qui n'est pas biodégradable, parce que je rappelle aussi que ce n'est pas parce que c'est biosourcé que derrière c'est biodégradable, de même qu'on peut avoir des plastiques qui sont issus du méchant pétrole et qui sont biodégradables. Les briques qu'ils font et qui ont cette pérennité, cette nécessité de durer dans le temps, ça fait que le dauphin, il va continuer à s'étrangler avec cette brique. On pourra lui dire, tu as de la chance parce qu'elle est biosourcée, c'est quand même beaucoup mieux, mais il continuera à s'étrangler avec cette brique. Donc tout ça pour vous dire que les choses sont complexes autour des matériaux et qu'il me semble urgent d'accepter cette complexité pour commencer à faire des choix qui sont un petit peu plus pertinents concernant les matières. Donc, ne plus se dire globalement, il y a des matières qui sont bonnes et des matières qui sont mauvaises, mais beaucoup plus sur mon projet. Je vais réfléchir à l'intégralité de mon projet. Je ne vais pas d'ailleurs réfléchir que à la dimension matière, parce que c'est une dimension du projet, mais il y a beaucoup plus d'éléments sur lesquels je peux jouer concernant cette dimension environnementale. Et puis, fort de ma connaissance du projet, fort des différentes informations et des différentes contraintes et de la finalité de tout ça, je regarde humblement dans ce cadre-là quelle matière peut être la plus judicieuse. Et ça sera peut-être un plastique, par exemple. Autre exemple, ce n'était pas sur mon PowerPoint, donc c'est bien parce que je peux vous le montrer physiquement. Ça, c'est un exemple que je donne souvent pour expliquer à quel point il faut absolument arrêter de s'arrêter sur l'identification d'un matériau en se disant dorénavant, mes t-shirts, je vais les faire avec ça parce que c'est mieux, parce que c'est plus complexe. Là, c'est un film ETFE, c'est un éthylo-tétrafluorure d'éthylène. Vous le sentez tout de suite, ça sent sa chimie à plein nez, éthylo-tétrafluorure d'éthylène. Ce n'est pas un truc qui pousse sur les arbres.
C'est un polymère qui est fabriqué d'ailleurs uniquement à partir de ressources pétrolières parce qu'on ne sait pas fabriquer ce type de polymère à partir de maïs, de betterave, de ce que vous voulez, de ressources plus végétales et plus renouvelables. Par ailleurs, c'est un polymère qui, lors de sa fabrication, va générer des gaz qui sont toxiques pour l'environnement. Dernier aspect important, c'est un polymère technique très pointu, ce qui fait qu'en fin de vie, il n'y a pas de filière de recyclage, donc je vais le qualifier de non recyclable. Donc ce truc-là, on est tous d'accord pour dire que c'est une cochonnerie. On n'en veut pas parce que c'est issu du pétrole, c'est un plastique, ça va rester dans la nature, je ne peux rien en faire derrière parce que ce n'est pas recyclable, etc. Et utiliser dans le packaging, pour le coup, c'est une vraie bêtise parce que je vais me prendre tous ces problèmes-là en pleine figure et je ne vais profiter d'aucun de ces avantages. Maintenant, ce même film TFE, si je fais le bilan environnemental de la piscine olympique de Pékin, qui est un espèce de cube avec un film qui le recouvre comme ça et qui donne une esthétique un peu bulleuse à ce cube. Vous pourrez regarder sur Internet. Donc, je fais le bilan environnemental de ce bâtiment sur ses 40 ans de durée de vie. Je me rends compte, d'une part, qu'il y a très peu de matière utilisée pour construire ce bâtiment. Il n'y a quasiment rien. Il y a de la menuiserie métallique, 2 films TFE qui sont pincés à l'intérieur de cette menuiserie, qui sont ensuite gonflés d'air, donc une structure très légère et très, très peu de matière utilisée pour construire le bâtiment. Donc ça, c'est le premier point super important pour ce bâtiment, c'est qu'on utilise très, très peu de ressources. Ensuite, c'est un film TFE qui va sans aucun problème durer pendant les 40 ans de vie du bâtiment. Il est insensible aux UV, il est auto-nettoyant, donc pas de gros frais d'entretien sur ce bâtiment. La lumière rentre très bien à l'intérieur du bâtiment, donc grosse réduction de la consommation d'énergie pour éclairer. C'est un excellent isolant puisqu'on a 2 films plastiques qui sont pincés avec de l'air à l'intérieur, et l'air, à part l'aérogel, c'est le meilleur isolant sur Terre. Donc tout ça fait que le bâtiment va très peu consommer pendant ces 40 ans de durée de vie. Et puis, lorsqu'on détruit ce bâtiment au bout de 40 ans, on va pouvoir intégralement récupérer cet TFE parce qu'il n'a été mélangé à rien d'autre, et je vais pouvoir, en tant que matière vierge non polluée, je vais pouvoir intégralement le réemployer, soit directement sous sa forme de film, soit je vais le refondre et je vais en refaire autre chose. Donc vous voyez que ce même matériau, qui dans un cas est une catastrophe et dans l'autre une des meilleures solutions qui soit pour ce bâtiment, c'est la même matière, et dans un cas c'est la quintessence de l'écomatériau et dans l'autre c'est une catastrophe. Donc ça, c'est le discours qu'on tient de façon générale à nos membres pour qu'on essaie ensemble d'envisager le problème face à l'environnement de façon un petit peu différente. En même temps, et depuis 20 ans, on voit émerger un tas de choses qui sont tout à fait intéressantes et qui sont en partie les exposants que vous avez à Tourcoing depuis hier et que vous pourrez aller voir, qui vont faire des textiles à partir de matières naturelles et avec des qualités particulières. On parlait tout à l'heure du lin. Moi, je suis fasciné de voir peu à peu la place du lin dans l'univers des composites parce qu'on s'est rendu compte que ça avait un intérêt évident pour certains matériaux assez complexes parce que c'est très résistant, c'est globalement l'équivalent de la fibre de verre, mais en même temps, on consomme beaucoup moins d'énergie pour sa fabrication. C'est en plus léger. Ça a des qualités de souplesse sur certains mouvements de plaques qui sont. Enfin, il y a un tas de qualités à tout ça. Donc, on voit en même temps émerger un tas de choses qui sont très intéressantes. Mais moi, ce qui me fait un petit peu peur ensuite, c'est qu'il y a d'un côté le buzz sur toutes ces pistes potentiellement intéressantes de matière, et en même temps, il y a la réalité du marché où ces différentes matières vont rester relativement anecdotiques. Il n'y a pas un jour où je ne reçois pas un jeune diplômé qui me dit « Voilà, je viens de concevoir un textile éco-conçu. Je me suis rendu compte que dans les salons de coiffure,
on jetait les cheveux une fois que la personne s'était fait couper les cheveux, et c'est dommage parce que c'est de la matière qu'on pourrait réemployer. Et donc, j'ai imaginé un textile à partir de cheveux. On collecte ça auprès de différents coiffeurs un peu partout dans le monde, et puis derrière, on peut faire des textiles. C'est très bien, ok. Pour ceux que ça gêne pas de porter des cheveux pour son t-shirt, pour son manteau ou que sais-je. Mais face aux vrais problèmes auxquels on est confronté, il y a comme ça un tas de solutions qui restent anecdotiques, qui resteront anecdotiques, et je ne voudrais pas que ça nous écarte des vrais enjeux concernant le mode de fonctionnement de la société humaine et les directions qu'on prend de façon un peu plus globale. Et puis, et c'est un peu la raison pour laquelle j'ai appelé mon intervention un éléphant dans la pièce, je suis allé à Première Vision en février dernier, comme chaque année, je fais toutes les travées, je regarde un petit peu ça. Et j'ai vu qu'il y avait une espèce de systématisation d'un terme qui était, alors ça, c'est un textile qui est éco-responsable. Ça, c'est une fermeture éclair qui est éco-responsable. Ça, c'est avec ce terme d'éco-responsabilité collé à tout et n'importe quoi sur tous les stands. Et ça m'a particulièrement, ça m'a énervé. Déjà, comme vous l'avez compris, j'ai beaucoup de mal à parler d'une écomatière. Je parlerai d'une matière, j'essaierai de donner des éléments factuels, mais je ne parlerai pas d'une qualité environnementale sans m'attacher au cadre dans lequel ça se fait. Mais là, c'était même éco-responsable, c'est-à-dire que tout à coup, la matière est responsable. Elle a une âme, visiblement, elle est pensante et elle est agissante, puisque derrière, elle est responsable ou elle n'est pas. Elle va dans le bon sens ou elle ne va pas dans le bon sens. Alors que, bien sûr, la matière, elle est responsable de rien et que nous, on est responsable de l'emploi qu'on peut faire de ces matières. Et c'est en cela que je me suis dit que c'était quand même assez hallucinant de voir que l'industrie, alors en l'occurrence textile, mais on peut faire exactement la même constatation avec d'autres industries, que l'industrie textile continuait à énormément communiquer sur la production de matières qui, peu à peu, intègrent cette dimension environnementale, alors que j'ai le sentiment, et je pense qu'on le partage, le problème aujourd'hui n'est pas tant un problème de ressources ou de matières premières qu'il faut utiliser plutôt naturelles, plutôt ceci, plutôt cela, mais c'est beaucoup plus une question de volume. Aujourd'hui, si on marche sur la tête dans un tas de secteurs, c'est parce que on va créer des tonnes de déchets. Alors, ça peut être des déchets de coton bio, machin bidule, de textiles d'algues, mais des tonnes de déchets qu'on va consommer à qui mieux tous ces trucs-là, et que derrière, on ne se soucie pas du tout d'une gestion et d'une organisation circulaire. Et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on échappe à simplement la question matière, mais on réfléchirait beaucoup plus à une organisation générale du circuit et à un mode de production qui serait différent, qui ne s'appuierait plus sur avant tout du volume, mais qui s'appuierait sur une intelligence mise dans la production de matière pour que cette matière soit réellement utile pendant longtemps, etc. Pour faire un parallèle avec une autre industrie, mais vous êtes sur le même type de problème, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, un constructeur automobile, il ne doit pas avant tout s'interroger pour savoir s'il doit faire son plateau de bord, son panneau, je ne sais plus comment ça s'appelle, bon, le panneau devant avec un plaquage bambou parce que c'est plus écolo, ce qui est déjà quelque chose d'absurde, mais beaucoup plus de se dire, est-ce qu'il est encore raisonnable de produire des voitures individuelles pour tout le monde partout sur Terre, voitures qui ensuite vont rester à 99% dans la rue
à rouiller et puis qui vont être utilisés de temps à autre, ou est-ce qu'il faut qu'on réfléchisse à plus proposer une sorte de service qui est un service de mobilité où on a des voitures partagées et des voitures qui sont réellement employées et qui ne sont pas là pour simplement rester dans la rue et être sous la pluie et ne pas réellement servir. Donc c'est ce type de problème qui me semble les véritables problèmes sur lesquels il faudrait qu'on discute et qu'on agisse. Et pour l'instant, j'ai le sentiment que les industries, quelles qu'elles soient, un peu pour s'accrocher aux dernières branches du modèle économique sur lesquelles elles fonctionnent, sont toutes très, très excitées à l'idée d'améliorer à la marge et de façon un petit peu cosmétique en se disant bah tiens ce truc là c'est mieux et patati patata, plutôt que de s'interroger sur des problèmes de fond qui sont est-ce qu'on peut continuer à fonctionner en se disant que mon boulot c'est avant tout de faire des tonnes de t-shirts et ensuite peu importe ce que ça devient. Donc voilà globalement ce que j'entendais par l'éléphant dans la pièce, c'est j'ai l'impression qu'on s'attache à des petits détails plutôt que de réellement s'attacher à discuter et à résoudre le problème principal. Mais encore une fois, j'étais ravi de participer à cette réunion pour qu'on ait un échange. Donc, je serais ravi d'avoir votre retour, vos désaccords, tout ce que vous pourriez souhaiter ou savoir ou nous dire concernant ces aspects matière et environnement et vivant. Merci beaucoup pour cette mise en perspective. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée là-bas, donc on a déjà une première question. Bonjour. Bonjour. J'aurais deux points sur lesquels j'aimerais intervenir. La première, c'est qu'en définitive, vous nous avez parlé de votre moquette qui ne pouvait vous intéresser parce que c'était une moquette lambda. Néanmoins, pour vous, c'est lambda, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut devenir un nouveau produit. Je prendrai l'exemple de la laine, où a priori, on l'utilise pour faire de la veste, pour faire tout produit textile, sauf qu'aujourd'hui, on commence à l'utiliser dans la chaussure parce qu'on s'est aperçu que la laine pouvait, de par sa conception, son tissage et sa matière, être imperméable et que ça pouvait servir à autre chose. Donc, pourquoi rejeter la moquette ? Parce que vous trouvez ça inintéressant, alors que ça peut intéresser quelqu'un d'autre. Ça serait un premier point. Donc, je trouve que c'est un choix un peu subjectif. La deuxième, c'est l'ennoblissement. Vous nous parlez de matériaux, mais en définitive, ce n'est pas le matériel qui est primordial aujourd'hui. On les connaît. C'est leur finition, c'est qu'est-ce qu'on y met derrière, comment on va le transformer, et est-ce qu'il sera une bonne ou une mauvaise transformation. Et du coup, ce matériau pourra devenir bon ou pas bon, propre ou pas propre. Je prendrais pour exemple sur PV, où il y avait un homme qui nous faisait du textile de pommes, super, sauf que dessus, ce qu'il mettait, c'était une horreur. Donc, il détruisait tout. Qu'en pensez-vous ? Alors, premier point, la moquette. Pour préciser un petit peu ma pensée, je ne prends pas la moquette de la personne qui fait de la moquette de chez Moquette parce qu'effectivement, j'ai rien de spécifique à dire dessus et je pars du principe que tout le monde sait que la moquette existe, qu'elle peut être tout à fait intéressante pour d'autres emplois, mais je ne peux pas, moi, référencer tout ce qui existe dans le monde, donc j'exclus le panneau de CP de contreplaqué classique que je vais trouver à Casto ou n'importe où. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en faire autre chose. C'est-à-dire que nous, qui mettons des coups de projecteur sur des milliers et des milliers de matières, si jamais on intégrait les choses, la feuille de papier de base, si on intégrait tout ça, ça serait des millions, c'est pas jouable. Mais j'ai par exemple de la moquette dans le showroom parce qu'elle est faite à partir de filets récupérés dans la mer ou parce qu'elle est rétro-éclairante, parce que le bac est translucide et donc je peux m'amuser à éclairer au travers de la moquette. J'ai des moquettes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut à chaque fois que je puisse raconter quelque chose sur cette matière-là. Ensuite,
Et par exemple, votre exemple de la laine, vous n'imaginez pas le nombre de fiches qui sont en lien avec la laine parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la laine de base et sur des dérivés qui s'appuient en grande partie sur la laine. Ensuite, sur le terme de matériaux, bibliothèque de matériaux, et on dit qu'on référence des matériaux. En fait, le terme est impropre simplement. C'est qu'on va référencer de la matière. Un liquide métal, c'est un alliage métallique particulier, c'est une matière. On va référencer des semi-produits. Ma moquette, ce n'est pas une matière, c'est un semi-produit. On va référencer des technologies attachées à la matière. Vous parliez d'ennoblissement, on peut parler de traitement de surface de façon générale, et il y a pléthore de fiches, non pas sur des matériaux, mais sur des traitements. Et on va même plus loin, on référence un tas de choses qui sont des choses de l'ordre de l'immatériel ou qui ne sont pas attachées à une matière particulière. Des techniques d'impression 3D qui fonctionnent non pas sur les schémas qu'on connaît aujourd'hui, qui sont le fil chaud, qui sont la stéréolithographie, mais qui sont une autre technologie. Je vais créer une fiche, je vais l'appeler une fiche matériaux, mais derrière, je vais parler d'une techno qui éventuellement peut tout à fait toucher et des polymères, et des céramiques, et des poudres métalliques, mais pour moi, c'est une fiche matériaux. De même que quand Jean-Luc Mélenchon fait son show avec un principe d'hologramme pour donner l'impression qu'il est présent sur différentes scènes, vous tapez dans la base de données hologramme, vous avez toute une série d'entreprises qui sont des spécialistes de ce genre de choses. Vous voyez qu'on quitte complètement le domaine de la matière, mais on continue à intéresser complètement le domaine des professions de création. Donc, il faut bien prendre ce terme de matériaux comme un terme générique impropre, puisqu'on essaie de surveiller ces différents champs.